Euh, alors, merci à tous ceux qui sont connectés bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Cet Impact Coffee NOS de cette fois-ci, c'est sur la thématique de la biodiversité. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de mieux comprendre qu'est-ce que la biodiversité, à plus grande échelle, qu'est-ce que la nature, et en gros, qu'est-ce que cette thématique représente pour une entreprise, et à la fin, avoir quelques pistes sur comment se lancer sur une stratégie de biodiversité au sein de sa stratégie RSE. Il y aura une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra à la fin. Je me présente, je m'appelle Victoria, je suis la responsable RSE de NOS. Donc NOS, c'est une société bicorp qui aide les entreprises à instaurer et à animer une culture RSE engagée, tout en plaçant les collaborateurs au centre de la stratégie RSE des entreprises. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un panel d'intervenants d'exception, puisque on a Émilie, Hugo et Nicolas. J'en dis pas plus et je vais vous laisser le micro pour vous présenter, parce que vous le ferez mieux que moi. Vas-y, Émilie, je te laisse le micro et ensuite tu le passeras aux autres intervenants. Ok, bonjour tout le monde. Merci Victoria pour cette invitation et ce webinaire. Donc, je m'appelle Émilie et donc moi j'ai un bagage plutôt de conservation de la nature, donc au plus proche de la biodiversité et des espèces sauvages. Je me suis spécialisée notamment sur la faune, après un peu plus aussi sur tout ce qui va être plaidoyer, action contre la lutte, action pour la lutte contre le trafic d'espèces sauvages. Et plus récemment, je me lance pour faire le pont entre les entreprises et les associations de préservation de la biodiversité pour créer des partenariats qui ont du sens et de l'impact. Je vais enchaîner du coup. Bonjour à tous, donc Nicolas Boucher, je suis directeur dans un petit cabinet qui s'appelle We Don't Need Rose et qui est dédié 100% sur les sujets de sustainability. Aujourd'hui, je gère une équipe autour de tous les sujets de transition environnementale, comprenant la décarbonation, la biodiversité, les enjeux autour des supply chains, notamment de matières premières ou de matières agricoles, et puis de tous les enjeux aussi réglementaires, CSRD, due diligence, tous les sujets autour des passeports digitaux, etc., et qui poussent finalement les entreprises à, voilà, à changer leurs organisations, à adopter des plans de transformation vraiment très concrètes. Et puis avant de faire du conseil, j'ai 25 ans d'expérience dans l'industrie et la distribution, ce qui me permet d'être aussi très concret dans les recommandations et de connaître aussi le terrain, on va dire, pour avoir des recommandations qui soient les plus justes et efficaces possibles. À toi, Hugo. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Hugo Mokar, je suis dans l'équipe de Sustainability d'une entreprise qui s'appelle Brambles, que vous connaissez probablement pas. C'est une entreprise australienne qui opère sous la marque Shep et qui se spécialise dans l'emballage tertiaire. Donc les palettes qui sont fournies comme un service, nous ne vendons pas de produits, nous donnons un service qui est cet emballage tertiaire, donc basé sur les principes de l'économie circulaire. Dans mon rôle, je m'occupe un peu de tout ce qui a à voir avec la stratégie et les initiatives, on va dire, transrégionales pour l'entreprise. Et ça veut dire que j'ai eu l'opportunité de travailler un peu sur la thématique de la nature et de la biodiversité, préparer Brambles pour l'adoption des recommandations du TNFD ou Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, dont je suis sûr nous allons parler un peu plus tard. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, Nos, et c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous tous. Super, merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, un panel assez diversifié, ce qui nous permet d'avoir des discussions très intéressantes et, euh, et enrichies sur la thématique de la biodiversité. Donc, je vais partager mon écran, la présentation, et ensuite on pourra entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, je répète qu'il y aura une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra à la fin exprès. Euh, Hop, pardon. Pour commencer, parlons peu, parlons bien. Avant de parler de biodiversité, je pense que c'est pas mal qu'on puisse parler un peu de climat pour remettre le contexte et qu'est-ce qu'est le lien entre ces deux notions. Donc, sur l'interdépendance entre le climat et la biodiversité. Euh, Peut-être qu'Émilie, tu veux commencer sur ce sujet? Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que on commence à tous bien connaître le sujet du changement climatique, du carbone, de comment on peut agir pour réduire notre impact sur le climat.
Le sujet de la biodiversité monte et je sais qu'il y a pas mal de questionnements sur qu'est-ce que ça représente, comment agir. Enfin voilà, c'est assez flou. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est vraiment un lien d'interdépendance. Donc la biodiversité va maintenir le climat. Donc, c'est-à-dire que l'érosion de la biodiversité va accélérer le changement climatique puisque la biodiversité représente tout ce qui va être puits de carbone, socle d'espèces qui maintient les écosystèmes et donc les services écosystémiques dont on parlera un peu après. Donc, c'est vraiment comprendre que oui, le climat, c'est très important, mais qu'en fait, agir pour la biodiversité, c'est d'autant plus pressant, puisque si on fait un effort sur nos émissions de carbone, mais qu'on ne restaure pas les écosystèmes naturels, ça ne va pas vraiment avoir d'impact, puisque ça va accélérer le changement climatique de toute manière. Donc, il faut vraiment prendre les deux ensemble, et c'est pour ça que c'est très important que le sujet biodiversité est en train de monter dans les préoccupations des entreprises. Je ne sais pas si Ah, vous voulez rajouter quelque chose aussi. non. L'importance de l'interdépendance que tu disais, surtout l'érosion de la biodiversité va empirer le climat, mais aussi le changement climatique va empirer l'érosion de la biodiversité. Donc c'est vraiment super important de les travailler les deux ensemble. Et quand tu vas travailler avec ta chaîne d'approvisionnement, avec tes fournisseurs, à la fin, c'est beaucoup plus simple d'approcher les deux d'un coup que de les approcher en séparé, en tout cas par expérience. Ouais, clairement. Euh, Peut-être si tu veux passer à... Ouais, voilà, pardon. Je me perds entre mes slides. Oui, voilà, justement, bah, les services écosystémiques, du coup, si on revient un peu sur qu'est-ce que c'est que la biodiversité en soi, donc ça va être la diversité d'espèces qui crée un écosystème. Donc c'est comme la santé humaine finalement, plus on a une diversité génétique, plus on va avoir un système immunitaire fort, plus on va être résilient. Et en fait, la nature, c'est pareil, plus il va y avoir une diversité d'espèces floristiques, faunistiques, plus elle va être résiliente et plus elle va pouvoir aussi nous apporter ces services écosystémiques dont nos sociétés, nos systèmes économiques, nos activités dépendent. Donc, ça va être des systèmes comme ils sont expliqués là, mais je vais utiliser un exemple pour un peu imager. Si on prend la Posidonie, qui est une plante à fleurs aquatiques qui est en Méditerranée, euh, et ben cette Posidonie-là, elle va générer énormément d'oxygène pour la planète mais aussi ça va être un lieu de reproduction pour beaucoup de poissons, d'espèces de poissons. Et ce lieu-là va permettre donc aux poissons de se développer et d'augmenter nos stocks de poissons, ce qui va permettre à nous de nous nourrir. Donc c'est à la fois un service de régulation, de maintien de la qualité de l'air, mais à la fois un service d'approvisionnement en ressources halieutiques et à la fois un service culturel, puisque bah, quand on va à la plage et qu'on a envie de se baigner en Méditerranée, et ben, on a envie de voir des écosystèmes qui sont en bonne santé. Et donc, voilà, c'est ce cercle des espèces, en fait, il faut vraiment les réintégrer à leur écosystème et comprendre toute l'interdépendance de toutes les espèces les unes aux autres, ce qui aussi maintient le climat et agit comme des puits de carbone, comme je disais juste avant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas et Hugo, sur les services écosystémiques? Non, ça. Non, je pense que l'exemple a bien couvert tous les différents types de services que peut donner un écosystème. Donc, Ouais, juste un commentaire, c'est-à-dire que quand on est dans une entreprise et qu'on gère une matière première, en fait, on a une visibilité aujourd'hui qui est très, très limitée, entre guillemets, de toute la chaîne et que ça nécessite à la fois voilà, une sensibilisation, une prise de conscience, une revisite, déjà de connaître sa supply chain pour aller ensuite envisager de comprendre tous les liens qu'il y a avec la nature, avec la faune, avec la flore, pour se dire, ben, tiens, de quoi finalement je suis dépendant? Peut-être que je suis dépendant effectivement d'un insecte pollinisateur à l'autre bout de la planète dont je n'ai pas conscience. Voilà, et notamment un des bons exemples, c'est la vanille. La vanille aujourd'hui, elle coûte très cher parce qu'en fait, il y a qu'au Mexique où en fait, il y a une pollinisation naturelle par les insectes. Ailleurs dans le monde, en fait, c'est une pollinisation manuelle qui est faite. Et donc, de bien comprendre comment la nature fonctionne et de retrouver finalement aussi un rythme qui est le rythme de la nature, en fait, extrêmement important. On peut dire, tiens, je vais rénover une forêt, mais en fait, ça, on ne peut pas prendre la décision au mois de mai et planter
les arbres au mois de mai, ça se fait plutôt au mois d'octobre. Donc, il y a aussi de trouver en fait un équilibre entre raisonnement financier, supply chain, retrouver le rythme de la nature, comprendre les choses. Et ça demande des compétences qui sont un peu différentes de celles qu'on trouve depuis des années et des années dans les entreprises. Ouais, ouais, exactement. Et pour rebondir aussi là-dessus, c'est très intéressant cette notion de revenir à un rythme en lien avec la nature. On en parlera après avec les solutions, mais effectivement, si on regarde le fonctionnement de la nature, ensuite on va pouvoir vraiment prendre des décisions et une action qu'on aurait à une saison va pas du tout avoir le même impact sur la nature qu'à une autre saison. Donc, c'est très important, effectivement, de revenir au rythme. Et pour refaire le lien avec les entreprises et la dépendance avec ces services écosystémiques, si on revient sur l'exemple des algues, par exemple, mais il y a pas mal de principes actifs dans des crèmes solaires qui dépendent de la R&D sur des algues. Et en fait, si avec le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, bah, ces algues viendraient à vraiment disparaître finalement, on perdrait toutes ces connaissances de la nature. En fait, la nature, c'est comme une bibliothèque de connaissances, donc on a tout intérêt à la préserver et à vraiment l'étudier pour mieux avancer et trouver des solutions fondées sur la nature, etc. Super clair. Et merci d'avoir fait le lien entre les entreprises et du coup ces services écosystémiques. Euh, qui veut parler un peu des 5 questions sur la biodiversité, dont je pense que certaines personnes peut-être qui se sont penchées sur le sujet ont déjà entendu parler. Ouais, bah si je peux peut-être les introduire, du coup, ces facteurs, c'est des facteurs qui sont directs, donc ça va être, comme c'est expliqué là, l'artificialisation des sols qui réduit les habitats, la surexploitation des ressources naturelles comme la surpêche, le changement climatique, comme on l'a dit, toutes les pollutions plastiques, chimiques, et aussi l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Donc là, ça peut sembler un peu grand, flou, mais en fait, il y a aussi tous les facteurs indirects qui participent du coup à ces facteurs directs. Donc, pour l'artificialisation des sols, c'est assez logique. Ça va être de la construction, par exemple. Euh, pour les ressources naturelles, ben, la surexploitation, ça va être aussi tout ce qui est mauvais cycle de vie des produits pour les pollutions, pas prendre en compte la fin de vie de ces produits, de ne pas utiliser des matières nobles ou recyclables. Euh, et en fait, tout ça, c'est aussi donc les facteurs indirects, ça va être les facteurs institutionnels, donc des prises de décision qui vont à l'encontre de la préservation de la biodiversité, etc. Et donc, tous ces facteurs-là sont en train de créer la sixième extinction de masse, où malheureusement, aujourd'hui, il y a une espèce sur quatre, une espèce sauvage sur quatre, qui est menacée d'extinction, ce qui est absolument énorme et ce qui menace du coup tous les équilibres des écosystèmes sur lesquels nous dépendons en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de le prendre en compte dans tous les secteurs, que ce soit politique, secteur privé, secteur même en tant que citoyen, etc. Pour moi aussi, ce qui est important ici de dire, et quand je parle de l'expérience de Brambles et quand on en parle avec nos fournisseurs aussi, c'est que la thématique de la nature et la biodiversité, des fois, ça fait un peu peur, parce qu'on en a peut-être jamais vraiment parlé en entreprise, ou en tout cas pas souvent avant. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on a parlé de pas mal d'aspects de la biodiversité déjà, et probablement qu'en entreprise, vous êtes déjà en train de travailler sur quelques-uns de ces aspects. Changement climatique, probablement pollution, si vous utilisez des produits plastiques, vous êtes déjà probablement en train de travailler sur ces thématiques-là. La surexploitation des ressources naturelles, déforestation, si vous utilisez des produits qui reviennent des forêts, je suis sûr que vous avez déjà regardé cette thématique. Donc, il y a déjà des endroits sur lesquels commencer ou des aspects sur lesquels vous avez déjà commencé. C'est aussi le travail va être fait sur comment lier ces différents plans d'action pour en faire une stratégie autour de la biodiversité en général. Mais ce qui enlève un peu cette peur, c'est que la plupart des entreprises ont déjà commencé à travailler sur plusieurs de ces facettes. Ouais, justement, je trouve que ça fait pas mal le lien du coup avec... tu peux passer à la Ok. slide suivante. Avec ça, oui, effectivement, on est en train de, et c'est super, on est en train de le prendre en compte au sein des entreprises, et c'est justement le rôle, tout ce qui va être RSE. Et je voulais revenir un peu sur cette dimension One Health, qui est un terme qui permet de... Enfin, c'est une approche qui permet d'inclure et la santé humaine avec la santé environnementale et la santé animale.
On en a pas mal parlé avec le Covid notamment, quand on a compris que ben, c'est en détruisant les habitats naturels que du coup on a été beaucoup plus proche au contact d'espèces sauvages, ce qui a fait cette zoonose, ce virus qui est arrivé mondialement. Donc c'est vraiment prendre tous ces trois dimensions en tête quand on va prendre des décisions politiques au sein d'entreprises, etc. Et c'est le donut économique qu'on voit à droite qui le montre très bien. En fait, c'est parler des limites planétaires, mais aussi c'est un plancher social et un plafond de limites écologiques à ne pas dépasser. Donc, ce que vous voyez en rouge, bah, c'est qu'on a été mauvais élèves. Euh, mais en gros, c'est un bon framework pour savoir où on en est et comment on peut agir. Donc, en tant qu'entreprise, on peut aussi se baser sur cette donut économie et regarder un peu où sont nos impacts, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les actions qu'on va mettre en place et nos engagements pour les réduire, etc. Pour avoir et un impact social et un impact écologique. En fait, un élément aujourd'hui qu'on constate, c'est que beaucoup de gens entendent parler du CO2 et beaucoup d'entreprises sont focalisées sur le CO2. Or là, dans le Donuts, en fait, on aborde toutes les dimensions environnementales et on vient coupler avec effectivement des transformations qui sont y compris sociales et donc sociétales. Et ce qui est très important, c'est de se dire, tiens, exemple, je veux sortir des énergies fossiles. Je passe du pétrole au bioéthanol. Sauf que pour produire du bioéthanol, je vais découper des arbres, je vais abattre des arbres et déforester pour recréer des champs de canne à sucre et aller produire du carburant, on va dire, bio. Sauf que la conséquence, c'est une transformation effectivement des espaces naturels qui sont le poumon de la Terre pour créer en fait une culture intensive qui vient appauvrir les sols, qui vient effectivement tout ça pour remplacer effectivement un carburant. Donc des fois on se dit tiens effectivement sous le entre guillemets, avec l'envie en tout cas de décarboner une partie, en fait, on vient générer des effets secondaires très néfastes. Et donc, en fait, il est extrêmement important quand on adopte un plan d'amélioration de regarder l'ensemble, c'est-à-dire le climat et la biodiversité en parallèle, et de regarder quels sont les effets indésirables pour prendre finalement les meilleures pistes et pas uniquement voilà, se mettre des œillères en disant tiens, ben, ok, j'ai décarboné, mais par contre, j'ai pas regardé du tout quels sont les effets négatifs que j'ai provoqués par ailleurs. Donc ça demande effectivement en tout cas une vision un peu plus holistique entre guillemets de la problématique environnementale et de biodiversité, et pas juste d'être focalisé par exemple uniquement sur le climat et le CO2. Oui. Complètement. Du Ça, coup, ça- Non, vas-y, pardon, vas-y, Émilie. excuse-moi. Non, non. Euh, Oui, complètement. C'est cette vision holistique qui est hyper importante. Et du coup, là, c'est quelques chiffres juste pour rappeler à quel point on est complètement dépendant de la biodiversité et d'un point de vue économique, puisque ça représente 55% de la valeur du PIB, que sa dégradation pourrait menacer 80% des emplois. Donc, si on prend l'exemple de la Grande Barrière de Corail en Australie, le nombre de métiers liés et le nombre d'argent, enfin la quantité d'argent générée par ce tourisme de masse qui va euh, voir la barrière de corail et toutes les espèces sur place, c'est absolument énorme et ce serait une très grosse perte pour l'Australie. Donc, c'est qu'un exemple. Et par exemple, donc, la biodiversité, elle a été valorisée à hauteur de 125 000, entre 125 000 et 140 000 dollars par an pour l'économie mondiale. Donc, clairement, si ce n'est un intérêt personnel et volontariste de préserver la biodiversité, il y a tout un intérêt économique également, quoi. Ce qui nous amène au sujet des entreprises, en fait, puisqu'on est tous concernés, quid des entreprises? Oui, voilà. Et là, on parle des risques qui sont hyper importants et que les entreprises prennent beaucoup en compte, mais c'est aussi des opportunités, comme on l'a dit. Les services écosystémiques offre plein de choses gratuitement finalement aux entreprises. Donc, en les préservant, on s'offre plein d'opportunités aussi, de nouvelles découvertes, de continuer ces activités également. Voilà, donc oui, il y a les risques physiques, réglementaires, de marché, réputation qui sont à prendre en compte et qui vont motiver les entreprises à agir. Mais c'est important de rappeler aussi le côté plutôt opportunité, quoi.
Oui, Alors, peut-être pour passer à des exemples très concrets dans les entreprises sur cette notion de risque, il y a quelques éléments, notamment sur la chaîne agricole. L'extinction de pollinisateurs à l'autre bout du monde peut entraîner effectivement des problématiques de rendement. Et donc, ça veut dire des hausses de prix, ça veut dire de la pénurie sur des matières premières, et ça veut dire effectivement, concrètement, soit une usine à l'arrêt, soit des marges qui baissent, soit des produits qui augmentent, alors que le pouvoir d'achat n'est pas forcément au rendez-vous pour reporter le prix sur le consommateur. Donc, au niveau de l'entreprise, simplement l'effet effectivement de la baisse des rendements agricoles du fait de problématiques climatiques et de biodiversité à l'autre bout du monde peut avoir des conséquences importantes. De la même manière, la surexploitation ou la dégradation, par exemple, des habitats marins peut générer effectivement soit une extinction d'espèces, soit effectivement une baisse des populations, on va dire, de poissons, et donc du coup des problématiques de prix, d'approvisionnement. Et quand on a des problèmes d'approvisionnement, ça peut entraîner, notamment pour des usines qui sont éventuellement monoproduits, des conséquences d'arrêt d'usine, d'arrêt de chômage technique, effectivement, et de problématiques de ce type-là. C'est exactement pareil avec l'eau. L'eau qui est un élément moteur, on se retrouve, alors on parle d'eau dans la cosmétique, on parle d'eau dans l'agroalimentaire. La grosse consommation d'eau, elle peut être aussi dans finalement, le nettoyage des cuves et pas forcément toujours dans les produits. Quand vous avez une aciérie ou une fonderie, il faut aussi refroidir énormément de choses. Dans la papeterie, c'est pareil, il faut des volumes d'eau considérables. On parle de 200 000 mètres cubes jour, donc c'est des volumes énormes. Et donc il y a aussi un conflit forcément entre le besoin industriel, on va dire, de consommation en eau et le besoin pour vivre des fois. Et donc il faut se poser toutes les questions autour de la qualité des eaux qu'on rejette, de la quantité d'eau qu'on vient utiliser. Est-ce qu'on utilise des eaux de surface? Est-ce qu'on utilise des eaux profondes? Quels sont les conflits d'intérêts avec les populations autour? Et quelles sont les conséquences sur la faune et la flore? Parce que forcément, une rivière un peu asséchée, mais il y a des conséquences sur la faune aquatique, sur la faune animale, sur la flore, etc. Sur également des glissements de terrain, sur des changements concrets qui peuvent être dramatiques, y compris sur les exploitations humaines, on va dire, et sur les bâtiments. Donc on se pose en fait, ce qui est très important, c'est que les entreprises, en fait, quand elles commencent à se poser la question, notamment de leur chaîne de valeur, de se dire finalement, de quoi je suis dépendant au niveau biodiversité, où est-ce que ça se trouve sur la chaîne, qu'est-ce que je peux faire dans ma manière d'acheter, de m'approvisionner, etc., pour transformer les choses, ça met le doigt sur un certain nombre de risques qui ne sont pas du tout aujourd'hui ou très peu pris en compte, et surtout pas quantifiés en termes de risques financiers. Parce que ça veut dire qu'effectivement, imaginez, problème d'approvisionnement très concret, mon usine est à l'arrêt, qu'est-ce que ça veut dire financièrement? Mais ça veut dire financièrement en termes de capacité de production, mais aussi de capacité de mise du produit sur le marché, donc c'est de la perte de chiffre d'affaires. Si par contre il y a un rendement voilà, qui baisse, j'ai ma marge qui baisse. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de rentabilité? Si par contre je veux travailler sur un plan de transition, peut-être qu'il faut que je change mes approvisionnements, il faut que je change ma manière de rémunérer les agriculteurs, il faut que je change des pratiques pour passer sur des pratiques plus responsables, donc avec des rendements un peu moindres. Donc du coup, je vais avoir aussi des conséquences économiques sur voilà, quel est l'investissement à faire. Donc tous ces sujets-là, il est extrêmement important déjà voilà, d'explorer, de connaître ces chaînes de valeur et d'identifier la nature des problèmes, l'ampleur des problèmes, et pour pouvoir ensuite se dire à quel endroit je dois agir, comment je peux agir et sur quoi. Et ça, c'est extrêmement important de découvrir ces chaînes de valeur et de pas uniquement les intégrer d'un point de vue technique ou commercial, mais y compris d'élargir à tous les enjeux de climat et de biodiversité. Et si je peux aussi ajouter un peu, il y a en effet énormément de risques physiques qui sont réels et je pense que Nicolas, tu as donné pas mal d'exemples qui sont assez importants, mais aussi des risques qui sont réels par rapport à la réputation, risque de marché réglementaire, surtout avec la croissance de la sensibilisation des consommateurs, des marchés.
sur la thématique de la biodiversité, ces risques sont complètement réels. Si on donne, je peux donner un ou deux exemples. Par exemple, l'entreprise brésilienne JBS de viande au Brésil qui a été liée à la déforestation. On leur a interdit de vendre leurs produits sur plusieurs chaînes de supermarchés très grandes en Europe, ce qui leur a compliqué la sortie en bourse, par exemple. Ça, c'est un vrai cas. Ou BP, British Petroleum, avec leur Deepwater Horizons, on va dire, désastre aux États-Unis et dans le golfe du Mexique. Ça leur a fait perdre 54% de leur prix de leur action. Donc, ce sont des vrais cas où, plus récemment, par exemple, avec un risque réglementaire pour ramener un peu sur notre marché l'Australie, l'État de Victoria, qui est un des États principaux pour les activités forestières, a interdit les plantations forestières d'un jour à l'autre, littéralement, presque, il y a eu un mois de transition à cause de la surexploitation des forêts naturelles dans cet État-là dans l'État de Victoria, ce qui a fait que toutes les entreprises qui n'étaient pas prêtes et qui n'avaient pas pris en compte ces mauvaises pratiques des pratiques forestières dans l'État de Victoria, se sont retrouvées tout d'un coup sans matières premières ou avec des, des coûts bien plus élevés pour l'importation du coup en Australie, qui est à peu près loin de tout, pour pouvoir ramener des matières premières dont ils ont besoin pour leurs opérations. Donc je pense que il y a pas mal de risques qui sont pas seulement physiques, qui sont aussi autour de la réglementation et de la sensibilisation des consommateurs qu'il faut prendre en compte parce elles sont plus que réelles. Mais pour revenir aussi au point d'Émilie, je pense que les opportunités sont aussi très importantes. Euh, Avoir un peu cet avantage de précurseur, je pense, en travaillant sur la biodiversité peut seulement aider une marque hein, d'un point de vue de réputation, mais aussi d'un point de vue d'attraction de capital. Par exemple, pour Brambles, on a pu avoir des meilleures conditions sur des prêts qu'on a pris de banques par rapport au travail qu'on faisait sur la biodiversité et sur la déforestation. Donc ça, c'est une réalité. On a pu réduire nos coûts justement grâce au travail qu'on a fait sur ça. Donc il y a des réelles opportunités aussi en travaillant sur cette thématique. Oui, puis on est dans un contexte aussi où, notamment en Europe, il y a un contexte réglementaire qui est extrêmement, on va dire, pressant et important avec toutes les réglementations autour de la CSRD, CS3D, du passeport produit, de toutes ces réglementations-là, qui augmentent la responsabilité des entreprises, qui poussent à justement faire ces analyses, on va dire, stratégiques et pas juste un exercice de reporting, c'est d'ouvrir les yeux sur la situation et tous ces changements importants qui sont en train de s'opérer et auxquels il faut se préparer pour travailler la résilience des entreprises. Et du coup, les reportings poussent à la fois de la transparence sur l'analyse des risques, sur les stratégies qui sont mises en œuvre. Et en fait, ce qui va être sanctionné dans le temps, c'est l'inaction. C'est l'inaction, c'est-à-dire de dire, bah, OK, je m'en fous, entre guillemets, c'est ce qui va être sanctionné, au profit de, effectivement, plutôt le fait de dire, bah, je prends le taureau par les cornes, je transforme les choses, et dans la transformation, il y a à la fois de dire, je peux éviter un certain nombre d'effets négatifs, je peux les atténuer quand je ne peux pas carrément les supprimer, mais il y a aussi une volonté de pousser les entreprises à regarder et se tourner vers les opportunités que cela représente pour développer la résilience économique au service de la société. Et ça, c'est extrêmement important et c'est pas juste un cadre de reporting, on va dire, pour remplir des tableaux de chiffres. C'est vraiment pour se préparer à une transformation qui peut conduire à des changements d'offres de produits, de chaînes d'approvisionnement, de pratiques agricoles, etc. Et les entreprises qui vont aller dans cette direction-là seront forcément, d'une certaine manière, récompensées par les investisseurs, récompensées par les clients qui sont de plus en plus, on va dire, attentifs à ça, et y compris notamment pour des entreprises qui sont plus petites et qui disent, tiens, moi je suis loin du client, je suis loin de tout ça. En fait, quand on est dans une chaîne de valeur, en fait, les gros donneurs d'ordre vont avoir un rôle moteur et vont entraîner, on va dire, toute leur supply chain. Donc même lorsqu'on est petit producteur à l'autre bout du monde, on va devoir, y compris avec son stylo et son cahier, commencer à travailler sur la traçabilité du cacao, par exemple, pour garantir qu'on a des pratiques et sociales et environnementales responsables
responsables. Et ça, ce cadre réglementaire, voilà, il est de plus en plus important, de plus en plus pressant en termes d'agenda. Et il y a deux manières de le voir. Soit je fais encore du reporting, soit je l'utilise vraiment comme outil de transformation stratégique pour aborder les vrais sujets et me transformer pour être plus résilient demain. Et je pense que c'est la bonne manière de voir les choses en tout cas. Et pour les petites et moyennes entreprises, les opportunités sont réelles aussi d'un point de vue les plus grandes entreprises ont en effet d'être le moteur d'action. Mais si je prends l'exemple de Brambles, mais je connais beaucoup d'autres entreprises qui font ça, on donne on va dire des contrats préférentiels aux fournisseurs qui travaillent sur les thématiques de biodiversité de la façon dans laquelle on aimerait qu'ils travaillent. Donc ça peut être des contrats plus longs, ça peut être des meilleurs termes de contrat. Et ça, la plupart de nos fournisseurs sont des petites et des moyennes entreprises. Donc pour eux, ça leur permet aussi de travailler, d'avoir une meilleure rentabilité à long terme, de travailler sur cette thématique parce qu'ils travaillent d'un point de vue de chaîne d'approvisionnement au lieu de travailler seulement sur leur point de vue. Donc je pense que il y a des réelles opportunités aussi pour les petites et moyennes entreprises. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à souvent parler des risques au tout début et on va dire, à prendre action pour éviter ces risques-là. Mais on oublie souvent que les opportunités qui en découlent, en fait, sont extrêmement nombreuses et surtout hyper intéressantes. Donc, c'est bien de faire le lien aussi et d'avoir aussi cette vision un peu plus positive. Euh, on Oui, en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai qu'il y a un contexte mondial assez favorable au changement. Est-ce que vous voulez rajouter quelques mots sur ce sujet, même si on vient d'en parler un peu quand même? bah, juste c'est pour faire le lien avec ce que disait Nicolas, tous les changements de réglementation. Encore aujourd'hui, il y a eu ou c'est cette nuit ou je ne sais quand, il y a eu la loi sur la restauration de la nature qui vient d'être passée à l'Union européenne. Donc c'est une super bonne nouvelle. Et ça montre vraiment qu'il y a un mouvement mondial et avec les COP biodiversité, avec les stratégies même nationales de biodiversité, ce graphique le montre bien, c'est vraiment l'ambition à partir de 2030, d'être positif et donc de commencer vraiment à restaurer les écosystèmes pour que en 2050, ils soient complètement réparés, quoi. Euh, je pense qu'on a bien, enfin, plus qu'introduit le sujet, on a posé toutes les bases, etc. Est-ce que pour rendre le sujet peut-être un peu plus concret pour les personnes qui regardent ce webinaire, euh, est-ce que Hugo, à la fois toi, par rapport à Brembans et Nicolas, à ton expérience, est-ce que des cas pratiques, des exemples d'entreprises qui ont voulu se lancer sur la biodiversité ou d'autres qui ont réalisé qu'ils avaient des gros challenges sur cette thématique-là? Moi, si je peux parler de Brambles très rapidement un peu, c'est aussi, et je pense que pour revenir au point que faisait Nicolas, toutes ces nouveaux frameworks de reporting sont en fait très utiles d'un point de vue de pouvoir les utiliser pour comprendre un peu quelles sont les thématiques sur lesquelles une entreprise devrait travailler, quelles sont euh, les, les, les zones géographiques sur lesquelles elle devrait travailler, parce que c'est aussi important, je pense quand on parle de nature, il faut penser aussi à l'endroit où l'impact, où la dépendance de la nature est en train d'arriver. C'est un peu différent par rapport au climat, où on peut parler plus d'un phénomène global, non? Pour la nature, c'est vrai qu'il faut regarder un peu plus le local. Mais ce que je pense que pour nous, qui a été très utile, c'était l'utilisation du framework du TNFD, donc le Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. Peut-être pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler du TCFD, qui est Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Pour nous, ça a servi surtout pour nous aider à avoir un framework, un peu un guide de comment comprendre quelles étaient les zones qui étaient intéressantes pour nous, sur lesquelles on devait travailler d'un point de vue de la nature. Je pense en tout cas qu'ils ont assez bien réussi à créer un guide très pratique et très facile d'utiliser avec une approche qui s'appelle LEAP. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas, mais LEAP, qui veut dire Locate, Evaluate, Assess and Prepare, donne un peu des étapes euh, très pratiques et très faciles à guider pour une entreprise pour comprendre et prioriser quelles sont les zones d'impact sur lesquelles elle devrait travailler d'un point de vue de la biodiversité, quelles sont ses dépendances, quelles sont ces zones d'impact et du coup, quels sont les risques et les opportunités liées à ces impacts et à ces dépendances. Donc pour nous, ça a été un framework qui nous a beaucoup aidé et ils ont aussi publié
on va dire une liste d'outils qu'une entreprise peut utiliser pour comprendre un peu quelles sont les zones sur lesquelles ils devraient prioriser, d'un point de vue, quelles sont les zones qui sont plus riches d'un point de vue de la qualité de la biodiversité, mais aussi dans l'autre sens, quelles sont les zones les plus pauvres et dans lesquelles il y a potentiellement plus de risques d'approvisionnement sur le moyen et long terme. Donc, je pense que c'est une façon assez bon, peut-être pas simple, mais c'est une bonne façon de commencer à travailler sur la biodiversité sans forcément après l'utiliser pour du reporting. Je pense que c'est un outil qui est un très bon guide qui après peut aussi servir pour le reporting si une entreprise le désire, mais surtout un guide assez pratique de comment commencer, comment identifier les zones sur lesquelles une entreprise devrait travailler. C'est un framework qu'on a aussi beaucoup utilisé dans pas mal d'entreprises pour commencer par faire un état des lieux, c'est-à-dire un diagnostic assez rapide sur voilà, quel est déjà son niveau de sensibilisation, de connaissance sur le sujet, où sont effectivement les impacts sur mes chaînes de valeur, etc., de quelle nature, de quelle intensité on parle, quelles sont les dépendances associées, est-ce que finalement mon business est dépendant d'un fruit, d'une plante, d'un animal, d'une matière première, etc., quelconque à un moment donné. Et puis ensuite, effectivement, de se dire finalement, est-ce qu'il y a des endroits où je peux agir de manière très concrète. Alors, dans les actions, on va voir des choses très pragmatiques. Tiens, est-ce que plutôt que de mettre du bitume sur mon parking, je mets juste des caillebotis avec de l'herbe. Voilà. Est-ce que je mets une clôture grillagée autour de mes usines versus je laisse éventuellement des animaux pouvoir circuler librement. Voilà, ça c'est des choses aussi très concrètes qu'on peut voir comme qui sont des actions qui semblent anodines, mais qui d'un point de vue très local peuvent avoir une incidence importante. Et puis après, il faut se poser toutes les questions autour voilà, des matières premières, de la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, est-ce que finalement c'est un gros enjeu autour de la biodiversité, autour de ces problématiques-là. Donc, comment on peut réduire la consommation d'eau? Si on prend l'industrie du textile, comment je peux faire de la teinture, hein, qui est le process le plus consommateur d'eau, etc. Et sur lequel, en plus, il y a un risque de pollution forcément associé, puisqu'on relargue des produits chimiques. Et tout l'enjeu, c'est aussi finalement de parler de biodégradables ou de choses qui sont tellement petites, qui viennent s'infiltrer partout et qu'il est plus possible de capter, de filtrer ensuite. Donc ça c'est extrêmement néfaste et pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc il faut se poser la question, mais est-ce que j'ai besoin finalement de teindre mon produit? Est-ce que je peux le teindre sans eau? Est-ce que je trouve des alternatives à tous ces processus-là? Et donc ça nécessite effectivement de repenser tous ces process, de repenser l'utilité, on va dire, l'utilité des produits. Et un des gros enjeux finalement, parce qu'en fait on parle beaucoup d'activité industrielle, mais en fait, la plus grosse usine qu'il y a derrière, c'est l'usine nature. Et cette usine nature, finalement, on est en train de l'épuiser complètement et donc se poser la question de dire comment on peut réduire, on va dire, le régime de surcapacité dans lequel elle tourne depuis un moment. Et donc, on voit bien que ça fume de partout, ça se réchauffe. Donc, comment on peut essayer de dire, bah, tiens, on revient à un niveau finalement tout à fait équilibré et acceptable. Ben, ça veut dire aussi simplement d'avoir des produits aussi qui sont peut-être plus durables, plus réparables. Voilà, quand on produit un Opinel, est-ce que c'est pas l'objet qu'on lègue à nos enfants dans 100 ans? Quand on voit par exemple des matières, je pense notamment aux matériaux composites qu'on voit sur les éoliennes, qui au bout de 20 ans finissent au pied de l'éolienne et qu'on enterre parce qu'en fait on ne sait pas les recycler. L'idée c'est de se dire, bah, finalement si j'utilise ce type de matériaux, mon produit il doit avoir une durée de vie de 100 ans minimum. Sinon, ça n'a pas d'utilité pour la société et pour la nature. Donc il faut repenser en fait tout le système de valeur entre guillemets sur les produits, reconcevoir les choses pour retrouver en fait une forme d'équilibre entre la capacité que l'usine nature a à nous fournir et celle avec laquelle on tire sur la corde entre guillemets un peu trop fort. Donc ça nécessite effectivement des actions de bien comprendre. De la même manière, on a des exemples dans l'agriculture de dire tiens, j'ai un insecte qui est gênant, donc quel pesticide je mets, mais j'ai pas trouvé le bon pesticide, etc. Des fois, il suffit de mettre des poules
dans le champ pour qu'ils viennent en fait manger les larves et éviter quelque chose qui est dévastateur pour les récoltes. Donc, il faut se poser aussi toutes ces questions-là, de retrouver aussi finalement, enfin, d'utiliser la connaissance qu'on a de la nature sur les chaînes, notamment y compris de prédateurs, etc., pour réutiliser ça plutôt que de passer par un moyen inventé, chimique, artificiel, qui lui a des effets très négatifs. Donc on peut retrouver en tout cas voilà, des bonnes pratiques. Donc le biomimétisme, c'est intéressant, la connaissance est important, et, et retrouver tous ces effets voilà, positifs. Donc la grande question, c'est déjà d'ouvrir, d'accepter, de dire, OK, je mappe ma supply chain, je mets le doigt sur mes problèmes, je localise les problèmes. Y a-t-il des explorations pour mener comment dire, des moyens alternatifs à ma pratique habituelle et changer les habitudes? On sait que c'est dur, donc il faut aussi trouver des espaces et donc mettre en place des systèmes d'incentive pour accepter éventuellement d'avoir un rendement un peu différent, mais bien rémunéré. Pour avoir effectivement des transformations, il faut créer des espaces. Et donc ça nécessite effectivement d'impliquer des hommes, d'impliquer des entreprises, d'impliquer tous ces éléments-là. Et donc on mène pas mal de chantiers d'exploration où effectivement on trouve des espaces, on essaye de trouver des espaces et on essaye de faire en sorte que la maturité technique et économique, en fait, et c'est important de retrouver ça aussi. On pourrait avoir une vision utopiste où on dit, tiens, il faut tout changer. En réalité, il faut qu'on rentre quand même dans un monde économique où il faut trouver cet équilibre entre business et solutions acceptables, on va dire, et équilibrées fonctionnent pour arriver à générer des transformations concrètes. Et donc se pose aussi la question, quand on est distributeur, par exemple, sur son offre, on se dit, tiens, j'ai un produit qui a un gros impact sur la biodiversité, un autre qui en a beaucoup moins. Est-ce que je dois pratiquer les mêmes marges sur les deux? Est-ce que je ne dois pas avoir une stratégie Robin des Bois pour dire finalement je viens taxer entre guillemets ce que je ne veux plus au profit de ce que je veux, pour aussi changer les comportements de consommation qui vont du coup avoir des effets très positifs. Donc il y a aussi une lecture même de l'offre en fait d'un distributeur par une lecture de l'impact biodiversité de chacun de ses produits pour générer des changements massifs. Voilà. Et donc ça nécessite de vraiment concilier la connaissance technique, l'apport business, l'apport technique, voilà, dans les deux sens. Et peut-être juste pour ajouter un cas pratique auquel tu m'as fait penser, Nicolas, en parlant concrètement des entreprises qui ont un lien un peu moins évident avec la biodiversité, par exemple des entreprises de services, etc. Ça va être super intéressant effectivement de regarder du point de vue du bureau, où est-ce qu'il est que vous avez un terrain, que faire avec ce terrain. Et je sais que souvent une solution qui a été pas mal utilisée ces derniers temps, c'est d'installer des ruches sur les territoires. J'aimerais juste revenir hyper rapidement là-dessus, puisque en fait, les ruches, ce sont des abeilles qui sont domestiques et ça peut avoir un effet néfaste sur la biodiversité, puisque c'est plutôt des abeilles sauvages qu'on veut préserver et qu'on veut voilà, aider à se développer. Et donc, une solution autre, ça serait de plutôt faire des parterres de fleurs sauvages et locales, ce qui est du coup ben, la nourriture des abeilles sauvages. Même si je sais que avoir des ruches, ça peut être pas mal aussi pour l'engagement des salariés, mais ça, on va pouvoir en reparler aussi après sur d'autres solutions. Et aussi, pour donner un autre cas pratique de Brambles, on travaille beaucoup avec du coup les forêts. Nos palettes sont faites principalement de bois. C'est notre matière première qu'à 95% de nos produits. Donc, on travaille beaucoup sur les forêts. On a de propres forêts en Afrique du Sud, par exemple, sur lesquelles on fait énormément de conservation des populations de vautours, par exemple, ce qui est parfois un peu bizarre quand on pense, quand on pense aux forêts et pourquoi on serait en train de prendre soin des vautours qui viennent pondent leurs œufs sur nos terrains, qui sont plus des vautours d'espèces à risque d'extinction. Et ils nous permettent aussi de contrôler le terrain en fait, sur lequel sont nos forêts, de réduire la possibilité d'incendie qu'il y a sur notre forêt. Donc ça nous permet, d'un point de vue complètement naturel, de contrôler le risque, on va dire, du changement climatique qui pose nos forêts. Donc c'est une façon très on va dire, très, très facile d'intégrer la nature pour le bénéfice de l'entreprise à la fin, aussi pour le bénéfice de l'écosystème en général, mais pour le bénéfice de la nature aussi. Ou un autre exemple, c'est au
au Mexique. C'est une région dans laquelle l'industrie forestière a historiquement été compliqué, on va dire. Donc, il y a eu dans les années 60 des grands programmes de déforestation de la plupart du terrain mexicain et surtout des terres dans les États du sud du Mexique. Donc, Tabasco est une région où c'est un exemple. Ils ont voulu créer une espèce de pampa argentine pour faire une industrie de la viande au luxe qui n'a pas du tout marché, qui a complètement appauvri les terrains, qui a fait des grands risques d'érosion du terrain maintenant il y a d'énormes inondations sur le terrain parce qu'il n'y a plus les forêts pour pouvoir contrôler ces inondations. Un appauvrissement complet de la société et des communautés locales parce qu'ils sont passés d'avoir une industrie forestière à ne plus rien avoir, puisque cette pampa n'a pas du tout marché. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est aussi travailler avec les communautés locales, et je pense que c'est assez important qu'on en parle aussi des communautés locales et des peuples indigènes. Ce sont ceux qui vont à la fin pouvoir faire le travail au jour le jour sur le terrain, surtout quand on travaille avec notre chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est important aussi de les faire rentrer dans les projets et de comprendre quelles sont leurs priorités. Donc, on a pu travailler avec eux, joindre plusieurs, on va dire, plusieurs communautés locales qui ont des terrains pour pouvoir recréer une industrie forestière sur laquelle plus ou moins la moitié du terrain a été utilisé ou a été mise en place pour de la conservation et pour de la réforestation avec les espèces locales qui étaient utilisées pré-déforestation dans les années 60, parce que ça nous permet, avec les études qu'on a fait avant de commencer le projet, ça va nous permettre d'avoir une plus grande productivité sur nos forêts commerciales que si on n'avait pas fait ce travail de conservation sur au moins la moitié des terrains sur lesquels on travaille. Donc à la fin, oui, on peut utiliser moins de terrain, mais à la fin, ça nous donne plus de bois au long terme sur les terrains sur lesquels on veut travailler. Donc ça nous permet aussi d'assurer une résilience à long terme. Donc je pense que voilà un autre exemple de Brambles. D'une Ah, manière on t'entend générale, pas. est-ce que c'est bon? Oui. C'était Victoria, je crois, qui a essayé de parler, mais t'as pas ton micro. Ok. Juste, bon, moi, ça m'évoque quand même quelque chose, c'est que globalement, on voit autour de nous beaucoup de choses autour de l'artificialisation des sols, autour finalement, tiens, on a connu aussi des terres agricoles avec l'industrialisation, les tracteurs, etc. Et donc finalement, on arrive avec la suppression de haies, des choses qui s'uniformisent et qui sont importantes. Or, quand on s'inspire de la nature, il y a beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de diversité. Voilà. Donc, on parle aujourd'hui d'agroforesterie, c'est-à-dire d'avoir de la culture et des arbres mélangés avec des animaux, mélangés avec des pollinisateurs. Quand on parle de problématiques d'eau, on se dit, tiens, ben, il faut peut-être remettre des haies dans les champs, remettre des arbres, etc., etc. Et dans la ville, c'est à peu près pareil. Là où il y a trop de béton, ben, il faut remettre des espaces verts, que ce soit sur les toits, dans les jardins, dans les parcs, etc., etc. Et donc, en fait, je pense qu'avec beaucoup de bon sens, avec beaucoup de rythme, etc., il faut retrouver effectivement la diversité, parce qu'en fait, la diversité, elle fonctionne dans une chaîne un peu complexe, qu'on a du mal à comprendre des fois, qui nous dépasse, mais où il y a plein de subtilités de jeu qui génèrent un équilibre assez intelligent, malin, voilà, et qui est ce qu'on appelle la biodiversité. Donc là où en fait on est trop monolithique, il faut se dire, tiens, c'est qu'il y a certainement un problème de biodiversité. Comment je peux régénérer effectivement de la diversité, et se reposer aussi la question dans tous nos gestes au quotidien et dans l'environnement au quotidien de finalement ce qu'on pourrait changer. Et ça, c'est une bonne lecture en tout cas, ce qui permet aussi, alors soit d'un point de vue business, mais aussi à titre individuel, de se dire ben, finalement, est-ce que j'ai raison voilà, où j'observe ce qu'il y a autour de moi et qu'est-ce que je pourrais changer comme élément. Donc ça, c'est important comme analyse parce que finalement, quand on fait des diagnostics, évidemment, la première chose, c'est tout ce qui est monoculture, mono-approvisionnement, des choses très monolithiques poussent tout de suite à, entre guillemets, mettre en œuvre notre système d'alerte en disant il y a certainement des choses à comprendre et à creuser, à modifier dans des choses qui soient trop linéaires et trop mesurées parce que la nature n'a pas beaucoup de lignes droites. Et donc, voilà, quand c'est trop droit, trop rectiligne, c'est qu'on on a un peu été contre nature. Et donc, voilà, c'est l'occasion de voir des choses voilà, pour identifier en tout cas des leviers d'action très concrets.
Et pour ajouter un peu à ça, et en se faisant sur la ligne droite aussi pour tous ceux qui avaient travaillé, qui avaient commencé à travailler sur l'économie circulaire, les principes de l'économie circulaire sont très bons principes à suivre pour travailler sur réduire l'impact négatif et la dépendance qu'on a sur la biodiversité. Donc, éliminer les déchets, la pollution, faire circuler les produits, les matériaux, régénérer la nature. Les trois principes de l'économie circulaire vont être hyper importants pour quand vous allez travailler sur la thématique nature et biodiversité. Et ben, les cas pratiques et des exemples extrêmement concrets et super diversifiés. Donc, merci pour tous ces points. Et surtout qu'en fait, vous avez déjà bien parlé de l'étape d'après qui était par où commencer. Mais bon, on va pas forcément passer trop de temps dessus parce qu'en fait, vous avez déjà beaucoup parlé. On a eu une partie de faire un diagnostic, un état des lieux, ensuite identifier ses dépendances, localiser ses problèmes, quels sont les coûts associés. Puis ensuite, une fois qu'on a identifié tout ça, ou agir de manière très concrète, est-ce qu'il existe déjà des alternatives, et ensuite, derrière, fixer des objectifs, repenser ce système de valeurs, euh, etc. Donc, on a déjà, je pense, bien parlé tous les outils, toutes les étapes sur par où commencer. Peut-être juste faire un petit point sur impliquer toutes les parties prenantes, hein. Tu l'as mentionné, Nicolas, aussi, hein. Enfin, même Hugo aussi sur les communautés locales. Il y a besoin d'hommes, donc ça va être, ça va être utiliser ses employés. Pour ça, il faut aussi les former. C'est toute sa chaîne de valeur, ses fournisseurs, les clients, etc. Donc, tout ça, on en a parlé. Ce qui est intéressant avant, et en fait, le temps passe vite, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Euh, un point pour aller plus loin sur contribuer à la préservation. Émilie, je te laisse en parler, mais il y a un point Ouais. auquel on ne pense pas forcément, qui est de développer des partenariats avec des acteurs associatifs, par exemple, spécialisés sur la biodiversité. Mais donc là, je te laisse plus en parler, Émilie. Ouais, exactement. Donc après, tout ce qu'a bien expliqué Hugo et Nicolas sur effectivement ce qui est le plus important, c'est d'aller regarder au cœur de son entreprise et de sa chaîne de la valeur quels sont nos impacts, mettre en place des engagements qui sont ambitieux et après commencer les actions de réduction d'impact. Après, il y a toujours une partie de l'impact qui est un peu irréductible. Et pour cette partie-là, et pour vraiment montrer l'engagement et faire partie des entreprises qui sont volontaires pour aller plus loin, montrer que vraiment on ne le fait pas juste pour de la réglementation, mais parce qu'on a envie de participer à la préservation de la biodiversité. Une solution va être de s'associer avec des associations de préservation de la biodiversité. Donc faire des partenariats, faire des dons, ça peut être du mécénat vraiment purement financier, donc juste un don. Ça peut être aussi du mécénat de compétences, les associations en ont beaucoup besoin. Et donc, c'est moi ce que je fais avec mon entreprise WIN, Wildlife Impact Network. Moi, au préalable, j'avais recensé 700 associations dans le monde qui œuvrent pour préserver les écosystèmes. Et derrière, moi, je recommande aux entreprises, après avoir identifié les écosystèmes sur lesquels ils ont un impact, d'aller rencontrer des associations qui œuvrent sur le terrain pour restaurer les écosystèmes liés aux activités. Du coup, bah, pour soutenir des actions, donc là, j'ai mis deux exemples sur la droite. Par exemple, on peut ne pas trop y penser, mais pour des films, les tournages, ils peuvent avoir des grands impacts. Et ce film-là, Les Têtes givrées, qui parlait de la préservation des glaciers, des montagnes, ils ont fait une contribution à la nature. Donc, ils ont fait un don à l'association Mountain Riders, qui fait de la dépollution des montagnes. Ou encore Pandati en bas, qui est une entreprise d'e-commerce de vente de thé bio. En plus du coup d'être bio et d'avoir des engagements au sein de sa chaîne de valeur et de vouloir faire mieux au niveau du packaging, ils ont fait un don à une association de préservation des fleurs sauvages en Île-de-France, puisqu'ils sont implantés en Île-de-France. Donc, ça leur permet d'augmenter leur ancrage du territorial, de montrer aussi en image, en montrant l'association soutenue, montrant les actions. Ça leur permet finalement d'incarner les valeurs qu'ils mettent au sein de leur chaîne de valeur, parce qu'en tant qu'entreprise, on en parlait du risque réputationnel, c'est hyper important de communiquer. Et c'est pas toujours évident de communiquer sur des engagements RSE environnementaux au sein des chaînes de valeur. Et du coup, faire en plus une contribution à la nature, ça permet d'avoir un support de communication qui va parler aux clients, qui va parler aux employés, aux collaborateurs, etc. Donc, c'est assez engageant. Et évidemment, ça a un fort impact puisque les associations, de par leur statut d'intérêt général et leurs actions tous les jours et depuis des années, œuvrent pour restaurer et préserver les écosystèmes dont les activités dépendent. Donc tout ça, ça crée un cercle vertueux
hyper fort que je recommande à toute entreprise qui a déjà évidemment au préalable mis en place des actions fortes au sein de sa chaîne de valeur pour réduire son impact. J'imagine que je m'arrête là parce que je vois qu'il reste 2 minutes et qu'on avait des Ouais. questions dans le chat. Hugo, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais dire aussi très, très rapidement aussi les partenariats avec les associations aussi d'un point de vue des compétences. On en parlait au sein des entreprises, on n'a peut-être pas encore les compétences et la partie technique de comment agir sur la biodiversité, ou en tout cas, oui, pas encore. Beaucoup d'associations l'ont déjà. Donc aussi faire ces partenariats pour utiliser aussi leurs compétences pour aider les entreprises dans leur chaîne de valeur directement. Je pense que ça peut être aussi très, très pratique. On l'a fait avec les vautours en Afrique du Sud avec WWF. Ça nous a permis d'apporter cette connaissance technique que nous n'avons pas sur place et de pouvoir travailler directement sur nos opérations sur la thématique biodiversité. Exactement, et ça coûte moins cher de faire des recrutements très spécifiques aussi. Donc, c'est un bon point. Et effectivement, c'est la fin. Donc, pour conclure, globalement, mais c'est difficile de conclure sur tout ce qu'on a dit, mais on va dire que c'est la thématique de la biodiversité, c'est quand même un sujet qui est très important et qui n'est pas toujours mis au premier plan, comme le disait Nicolas, par rapport à la décarbonation, par exemple. Mais toutefois, on l'a montré, hein, c'est quand même une thématique indispensable à prendre en compte dans sa stratégie RSE. C'est un sujet assez complexe, mais qui n'est pas impossible à traiter, donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, hein, que ce soit avec des cabinets de conseil comme We Don't Need Road, que ce soit avec des partenaires spécifiques. Et un autre point important aussi, c'est de sensibiliser, de former et d'impliquer ses collaborateurs, que ce soit par des campagnes de sensibilisation comme celles qu'on a co-créées avec We Don't Need Roads, sur la biodiversité, mais c'est des formations peut-être plus spécifiques aussi, on en a parlé. Donc ça passe par tous ces points-là. Et alors, on va pas avoir le temps forcément pour les questions-réponses. On en répondra dans le mail après post-webinaire avec toutes les informations qui se sont dites. Et pour clôturer, un mot de la fin peut-être de chacun d'entre vous et ensuite on pourra libérer tout le monde. Bah, merci beaucoup. J'espère que ça vous a tous intéressé. Et puis oui, on reste disponible pour des questions. Moi, c'est avec grand plaisir pour rencontrer ceux qui veulent discuter de ces sujets, discuter des solutions, de comment aussi trouver la bonne association avec laquelle travailler. Voilà, avec grand plaisir. Bon, merci, je vais y aller aussi. Merci beaucoup à tout le monde. Moi, si je devais donner un conseil, c'est arrêter d'avoir peur, on va dire, et commencer par quelque part, commencer à comprendre quelles sont ses dépendances, commencer par comprendre quels sont ses impacts. Il vaut mieux faire quelque chose, commencer par quelque chose que rien faire parce que c'est pas parfait. On va pas laisser être le parfait l'ennemi du bien. Je sais pas si on dit cette expression en français, mais ouais, cette expression anglaise, je pense que c'est très important pour cette thématique. C'est une thématique complexe, mais sur laquelle il y a pas mal de gains qui peuvent se faire plus en commençant, on va dire. Donc, ouais, mon conseil, c'est de commencer et je dirais que le TNFD et le Leap Approach sont des bons outils pour faire ça. Merci à tous. J'ai passé un bon moment aussi. Et puis, effectivement, dans les conseils, je rejoins Hugo sur n'ayez pas peur, avancez. Et puis, faites confiance à votre bon sens et sens de l'observation. Voilà. Revenir un tout petit peu en arrière sur le passé permet pour une fois, on peut s'inspirer de l'histoire pour voir finalement retrouver les équilibres dans lesquels on était il y a quelques années. Super, et bien merci à vous pour cet échange absolument passionnant sur la thématique de la biodiversité. Et merci à tous les participants. Et, euh, et à bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Ouais.